La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 30 mai 1995, à Saint-Andéol-le-Château, 4 corps sont retrouvés dans un incendie. Un couple et 2 de leurs enfants. Mais tous ont été abattus à bout portant avant l'incendie. Samantha, la fille aînée et unique héritière, et Éric Bruyas, son mari, sont alors arrêtés. Leur garde à vue, commencée à 6h30 du matin, le 14 juin 1995, se poursuit. Vous écoutez le 2e épisode de l'affaire Bruyas. Les 2 premières auditions de Samantha n'apportent pas d'éléments accréditant une implication de son mari. Elle reste convaincue de son innocence. Mais les gendarmes espèrent avoir commencé à semer le doute chez la jeune femme. À 17h, ils interrogent Éric Bruyas pour la 2e fois. Dans la 2e audition, on aborde vraiment le vif du sujet et on commence à... Adjudant Chavant, section de recherche. Relever les incohérences qu'il peut y avoir dans les auditions, les petites, les grandes, les moyennes, etc. On pose des questions et on essaie de pousser un peu le garde à vue dans ses retranchements et le ton, effectivement, change. Et lui, il le ressent. Bon, il y a un truc qui est pas clair. Le matin des faits, tu vas perdre du temps à aller boire un café chez ta belle-mère, alors que tu t'es levé à 5h du matin pour travailler. Tu nous expliques ? J'ai croisé Odette par hasard et je me suis dit que ce serait sympa de prendre un café avec elle. Mais tu te fous de nous ou quoi ? Tu te lèves à 5h du mat pour travailler et tu vas boire un café à la place. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. On a retrouvé chez toi un fusil à pompe, tout neuf, accroché au mur. Tu l'as acheté quand ? 2-3 jours après le drame. Je me suis dit que l'assassin pouvait aussi venir tuer ma famille. T'as d'autres armes chez toi ? Non. Mais j'ai eu il y a longtemps une Winchester 30-30. J'avais même scié le canon et la crosse pour qu'elle ressemble à celle de Joss Randall. Vous savez, la série Au nom de la loi avec Steve McQueen. Mais je l'ai plus. J'aime bien les armes. Ah, vous le savez, vous avez trouvé chez moi mon livre sur les armes. On n'a pas l'arme du crime, donc c'est très embêtant pour nous qu'on ne l'ait pas. L'arme du crime amène au fait que, par exemple, il y a des numéros sur les armes, etc. On peut éventuellement remonter cette arme, savoir d'où elle vient, par le fabricant, où c'est qu'elle a été achetée, qui a pu l'avoir en main. Et une carabine 22 long rifle, t'en as une ? Non. J'en ai jamais eu. Bon, revenons à ton emploi du temps le 30 mai. Quelqu'un peut confirmer que tu étais à ton atelier entre 9h, après le café avec la belle-mère, et midi, quand tu rentres déjeuner chez toi ? Non, j'étais seul à l'atelier. Et l'après-midi ? Entre 16h, après tes rendez-vous, et 18h, 18h30, quand tu quittes l'atelier ? Non, non plus, j'étais seul. Ben, c'est embêtant, ça. Parce que personne t'a vu aux différents moments où les membres de la famille Bébiens sont assassinés. C'est le hasard. C'est pas de ma faute si mes rendez-vous sont en dehors des heures des assassinats. L'absence d'alibi d'Éric Bruyas et sa passion pour les armes ne constituent évidemment pas une preuve de sa culpabilité. Sans éléments matériels pouvant l'impliquer directement, les gendarmes décident d'engager une partie de poker. Ils ont un atout dans leur jeu. Sur la scène de crime, on a découvert 3 bidons qui étaient disposés devant les portes des chambres. Chef Chiapolino, section de recherche. Ces bidons contenaient auparavant des hydrocarbures qui ont permis de mettre le feu à la maison. Ces bidons, on voulait savoir d'où ils venaient et qui avait pu les amener. Ces 3 bidons ont presque entièrement brûlé dans l'incendie. Seul le côté des bidons qui était en contact avec le sol n'a pas fondu. Tu possèdes des jerrycans d'essence en plastique rouge ? Oui. Oui, j'en ai 2. De 10 litres. Et 2 gris et 2 bleus aussi. Ils sont où ? Je sais pas. Dans l'atelier ou dans ma cave. Alors ça, tu vois, c'est la photo d'un jerrycan en plastique rouge, contenance 10 litres, objet du scellé numéro 108. Les bidons que t'as, ils ressemblent à celui-ci ?
Ouais, il ressemble. Mais non, parce que ce matin, lors de la perquisition à ton atelier puis à ton domicile, on n'a pas retrouvé de bidon. Alors, ils sont passés où? Je sais pas. Jusqu'à présent, il répondait précisément aux questions. Et là, effectivement, pour la première fois, il ne sait pas. Adjudant Chavant. Alors, bien sûr, intérieurement, on se dit, bien sûr qu'il sait. Mais là, c'est très important, parce que dans sa tête, je pense qu'il commençait à être un peu déstabilisé. Et on voit très bien que ça le perturbe. Tu sais pas. Ok, on note. À 22h, les gendarmes entendent à nouveau Éric Bruyas. C'est sa 3e audition. Elle ne donne rien. Les gendarmes n'avancent plus. À 2h du matin, juste avant de le reconduire en cellule, l'adjudant Chavant décide de risquer le tout pour le tout à propos de ces fameux bidons. En off, l'audition est alors terminée. On s'est dit, c'est peut-être le moment ou jamais, et ça va peut-être déclencher quelque chose. Mais c'était un coup de bluff, effectivement. Alors là, on n'était pas très bien, nous-mêmes, parce qu'on s'est dit, si ça déclenche rien, on arrive un peu au bout du bout, et peut-être qu'on va être obligé de remettre Éric Bruyas. Ah, au fait, tes bidons. Mais tu sais ceux que tu retrouvais pas. Bah, tu vois, nous, on les a retrouvés. Dans la maison de tes beaux-parents. Tiens, regarde. Tu vois, ils ont pas complètement fondu. On les a envoyés au labo. Il n'y a aucun élément tangible d'empreinte. Mais ça, il n'est pas censé le savoir, et on ne lui dit pas qu'il y a ou qu'il n'y a pas. On lui présente simplement des restes de bidon, des photos, et à lui de réfléchir à la question. Moi, je suis sûr qu'on va finir par trouver quelque chose d'intéressant dessus. On devrait vite le savoir. Ces propos de l'adjudant Chavant, prononcés hors procédure, ne sont donc pas consignés dans le dossier. Ils n'existent pas officiellement. L'avocat d'Éric Bruyas ne pourra jamais s'y référer lors de la suite de l'instruction. Présenter comme ça en catimini quelques photographies pour essayer d'instiller dans l'esprit du gardé à vue Gabriel Versini, avocat d'Éric Bruyas. que somme toute, on a encore plus que cela. Donc raison gardée, il faut maintenant commencer à se coucher, comme on dit trivialement dans le milieu, à s'allonger. Mais on le dit en voix off. Non, ça, ce sont des procédés déloyaux qui n'ont pas lieu d'être dans l'état de droit qu'est la France. On avait que ça. On a réfléchi, on a regardé tout le dossier complet. Les seuls éléments matériels qu'on pouvait présenter à Éric Bruyas, c'était ces bidons, ces restes de bidons qui étaient au sol, etc. C'était le seul élément qui pouvait éventuellement le faire réagir. Les gendarmes espèrent avoir enfin ébranlé Éric Bruyas. Le jeune homme est reconduit en cellule pour une courte pause. Au même moment, Samantha est à nouveau interrogée. Il est 2h du matin, cela fait plus de 20 heures que la garde à vue a débuté. La jeune femme est épuisée. Les gendarmes décident de la confronter aux dernières déclarations de son mari, avec un objectif, lui faire enfin comprendre que l'homme qu'elle aime n'est peut-être pas celui qu'elle croit. Est-ce que ton mari s'intéresse aux armes? Pas tellement, non. On a retrouvé un gros livre sur la passion des armes chez vous lors de la perquisition ce matin. Il est à qui ce livre? À Eric. Il regarde un peu tout. Les couteaux, le matériel de pêche, mais les armes, ça le passionne pas. Je crois pas que tu connaisses très bien ton mari. Il s'intéresse beaucoup aux armes, en fait. Il l'a raconté à nos collègues. On sait que la porte de la maison de tes parents n'était pas verrouillée ce jour-là. C'est donc que ta mère a ouvert la porte à l'assassin. Tu savais qu'Eric avait pris un café ce matin-là avec ta mère? Oui, il me l'a dit. Ton mari est la dernière personne à avoir vu ta mère vivante ce jour-là. Ouais, mais n'importe qui aurait pu rentrer dans la maison après lui. L'idée de ces questions à répétition... Adjudant Jodard, brigade de recherche. C'est surtout de lui faire prendre conscience que son mari, en fait, a en quelque sorte joué la comédie au moment des faits. Quand il est rentré déjeuner ce jour-là avec toi et les enfants, il était comment? Normal. Je te rappelle qu'à ce moment-là, tes parents et ton frère ont déjà été assassinés. Samantha, il était comment?
Le soir, quand tu le retrouves devant la maison en feu, il est dans quel état? Il pleurait. Pourquoi il pleurait alors que les pompiers avaient encore découvert personne? Mais j'en sais rien, moi. Quand en 15 jours, vous apprenez que vous avez perdu toute votre famille, vous vous retrouvez en garde à vue, on vous pose plein de questions, je crois qu'on se déconnecte. Le corps, il est là, mais l'esprit est ailleurs, en fait. Samantha Bébien. Je pouvais répondre à certaines choses et il y a d'autres choses qui me passaient au-dessus de la tête, en fait. Il pleure souvent, ton mari? Non, jamais. Alors pourquoi est-ce que tu crois qu'il pleurait justement à ce moment-là? Peut-être que c'est parce que lui, il savait déjà... Mais arrêtez, vous me faites chier! Si on sentait qu'elle était mal ou si elle était prête à vriller, à péter les plombs, eh bien à ce moment-là, on apaise la situation. Gendarme Robert, brigade de recherche. On laisse un temps de repos et on attend que les choses se tassent. Et on discute. Écoute, Eric est la seule personne à être entrée dans la maison ce jour-là. Il n'y a que lui. Le chien de tes parents aurait aboyé s'il y avait eu un étranger. Et il n'a pas aboyé de la journée, les voisins n'ont rien entendu. Tu comprends ce que ça veut dire? Je sais pas ce qu'il a fait, mais il est forcément impliqué. Faut qu'on découvre la vérité. Et pour ça, on a besoin de toi. Toi aussi, tu dois savoir comment est morte toute ta famille. Si tu veux survivre à ça, il faut que tu saches. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants plus tard? On reprend, d'accord? Au fil du temps, vraisemblablement, dans son esprit, les choses changeaient. Adjudant Jodard, brigade de recherche. Sans qu'on s'en aperçoive vraiment, parce que Samantha est quelqu'un d'intelligent et qu'elle a bien compris qu'il y avait des choses anormales. Depuis le drame, Eric t'a beaucoup soutenu. Je sais plus. Pas tellement, non. C'est-à-dire? Disons qu'il montre pas grand-chose. Moi, j'arrête pas de pleurer, lui rien. Il parle pas, c'est comme un mur. Samantha, je te pose la question. Est-ce que tu penses que ton mari est impliqué? Je sais pas. On me pose plein de questions et on me donne des évidences. Samantha Bébien. Sur lesquelles, on se dit, c'est bizarre. Et au fur et à mesure où on vous apprend des choses comme ça, vous ouvrez les yeux. On finit par se dire, oui, il y a un doute. Un bon point pour nous, parce qu'à partir du moment où elle aura compris cela, elle va être de notre côté, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir d'une autre manière. Elle va peut-être nous apporter des éléments extrêmement importants dans le dossier. Je suis moins sûre maintenant que mon mari est étranger à cette affaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis fatiguée. On peut arrêter. On détruit en quelque sorte son mariage. Parce que la personne qu'elle idéalisait, son mari, l'homme de sa vie, finalement devenait petit à petit le meurtrier et l'auteur de tout ça. Pour elle et pour ses enfants. L'adjudant Jodard indique immédiatement à son collègue l'adjudant Chavant, chargé de la garde à vue d'Éric Bruyas, que Samantha vient de reconnaître pour la première fois, douter de l'innocence de son mari. À 3h30 du matin, la 4e audition d'Éric Bruyas commence. À la grande surprise des gendarmes, le suspect demande à revenir sur ses premières déclarations. Il y a 1-2 semaines, on était chez mes beaux-parents. Et mon beau-père me dit qu'il a une vieille chaudière dans la cave qui ne sert plus. Alors moi, ça m'intéressait, j'ai pas de chauffage à l'atelier. Quelques jours après, je prends des bidons d'essence que j'avais dans mon atelier et je les dépose chez eux dans la cave.
Le jour du drame, je me dis que je vais aller chez mes beaux-parents pour nettoyer la chaudière avec l'essence que j'avais apportée avant. J'arrive chez eux vers 6 h. Je frappe à la porte. 2 fois, comme d'habitude. J'entre, c'était pas fermé. Et là, je vois qu'un malheur est arrivé. Aline est allongée dans le couloir de l'entrée. Il y a du sang autour d'elle. Elle est toute bleue, toute dure. Son corps est tout recroquevillé. Elle a la tête vers la porte. J'ai pas voulu la bouger, elle était morte. Je suis resté là. Et puis je suis allé vomir dans les toilettes. Il a préparé, à mon avis, pendant ce temps de repos, sa nouvelle version. Donc il la sort naturellement, dans le détail. Là, bien sûr, on l'interrompt pas. Hein. Quand les gens commencent à faire des aveux circonstanciés, qui commencent à s'effondrer, et leur attitude change totalement. Lui, c'est pas le cas. Il reste il raconte sa version, il raconte son histoire, méthodiquement, dans le détail, mais sans manifester une émotion particulière. Et puis après, je suis allé dans la chambre de Vincent, mon beau-frère, qui est presque en face. Et là, pareil, il était allongé sur le dos, il était mort. Sa tête était à environ 1,50 m de la fenêtre. Et il avait une blessure au front. Après, je vais dans la chambre de la belle-mère, qui était allongée sur son lit, la tête vers la fenêtre. Et elle était complètement défigurée. Lorsqu'Éric Bruyas décrit le corps dans le détail, les blessures, etc., bon, ça nous prouve une chose, c'est que vraiment, il est l'auteur des faits. Parce que quelqu'un qui découvre par hasard 4 corps comme ça, il ne pourrait pas connaître de tels détails. Faut vraiment qu'il ait eu une participation très active dans ces assassinats pour décrire les blessures, où elles sont, la position des corps, etc. Et qu'est-ce qui s'était passé d'après toi? Je me suis dit qu'il y avait dû y avoir une dispute et que mon beau-père avait tué tout le monde. Et t'as vu une arme dans la maison? J'ai pas cherché. Et t'as appelé la gendarmerie? J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Là, je voulais pas que Samantha voie ça, alors j'ai eu l'idée de mettre le feu. Je suis allé récupérer les bidons d'essence, il y en avait 4. Et je les ai mis dans la maison en les couchant par terre. 3 rouges devant les chambres, et le dernier à côté d'Aline. L'essence coulait sur le sol, j'avais enlevé les bouchons. Après, j'ai pris une bougie qu'il y avait sur la télé, je l'ai coupée en morceaux, et j'ai mis les morceaux sur les bidons, j'ai allumé, et je suis sorti par la fenêtre de la cuisine. Vers 19 h, j'étais chez moi. Voilà. La suite, vous la connaissez. On a été réellement étonnés, surpris, quand il nous décrit le système de mise à feu qu'il a mis en place pour retarder l'incendie. C'est pas possible de penser à une mise à feu, à retardement. Ça veut dire qu'il faut avoir des bougies déjà sur place, etc. Il y a forcément une préméditation dans cet incendie. Bon, écoute, il est 5h30 du matin, on va arrêter là. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Non. Très bien. Donc tu vas signer ça et tu vas retourner en cellule. Là, on s'est dit, bon, c'est gagné. C'est pas la bonne version, c'est du baratin, entre guillemets, mais il y a une partie de la vérité. Donc s'il y a une partie de la vérité, on va peut-être aller jusqu'à la vérité. Lors du débriefing avec Charles Chavant, ce dernier m'apprend que Adjudant Jodard. Éric Bruyas a révélé qu'il avait mis le feu à la maison après avoir découvert les 4 corps. Je lui ai dit, bon, écoutez, il faut peut-être qu'on voit Samantha, qu'on lui explique ce qui est la version de son mari. On voulait un peu se servir de Samantha, hein, je dois le dire, pour essayer de faire avancer encore les investigations, pour faire réagir Éric Bruyas. Donc on avait besoin de Samantha. Il est 5h35 du matin quand les adjudants Chavant et Jodard entrent dans le bureau où Samantha se repose depuis sa dernière audition. Votre mari, Éric Bruyas, vient de reconnaître une partie des faits. Il a avoué avoir lui-même incendié la maison de vos parents. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous cite ses propres déclarations.
Je frappe à la porte, 2 coups comme d'habitude, et j'entre. Elle n'était pas fermée. Là, je vois qu'un malheur est arrivé. Aline était allongée dans le couloir de l'entrée. Il y avait du sang autour d'elle. Elle était toute bleue. Arrêtez, putain, taisez-vous, arrêtez! C'est pas vrai, arrêtez, taisez-vous. C'est pas vrai. Samantha, il a dit qu'il avait découvert toute la famille comme ça. Mais taisez-vous! Arrêtez! Taisez-vous! Calmez-vous, Samantha. Ça peut paraître brutal, ça peut paraître Gendarme Robert, brigade de recherche. peut-être inhumain, mais on est obligé d'aller vite. Notre objectif, c'est pas de ménager la personne gardée à vue, c'est pas de faire en sorte que la personne gardée à vue ne fasse pas de crise de nerfs ou je ne sais quoi encore. Notre objectif, c'est de découvrir la vérité sur un massacre. C'est pas tout. Je le cite encore. Je me suis dit qu'il devait y avoir une dispute entre eux et que mon beau-père avait tué tout le monde. Mais c'est n'importe quoi! Et là, je voulais pas que Samantha voie ça, alors j'ai eu l'idée de mettre le feu. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais mon père aurait jamais fait ça! Jamais! Vous comprenez? Jamais! Mais moi, je raconte rien, Samantha. C'est votre mari qui a dit ça. Mais il est dingue, Eric. Il a pas brûlé tout le monde, quand même. Hein? C'est grâce à cette intervention-là qu'elle a véritablement basculé et pris conscience que son mari était complètement impliqué. Et qu'elle a tout de suite compris que le scénario qu'il donnait était quelque chose d'invraisemblable et que s'il en était arrivé là, c'est que c'est lui et lui seul qui était l'auteur de ces crimes abominables. En un quart de seconde, je suis passé de l'amour à la haine. Je savais que c'était lui. Et là, la fureur, elle a été très mauvaise. Et elle l'est toujours d'ailleurs. L'adjudant Jodard décide d'entendre immédiatement Samantha. Il veut l'interroger à chaud pour ne pas la laisser réfléchir. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.